Bonjour à tous et très bienvenue dans ce nouveau numéro de Découverte Jardin. Une émission qui va être sous le signe printanier de la pluie, de l'humidité, tournée un peu sous la pluie, mais c'est le temps du printemps et à cœur vaillant, rien n'est possible. Alors je vous propose dès maintenant de découvrir un arbuste qui fleurit juste au sortir de l'hiver. Il s'appelle Coryllopsis et c'est la plante vedette du moment. Connaissez-vous ce mignon petit arbuste qui fleurit avant l'apparition des feuilles? Il s'appelle Coryllopsis. Il doit son nom à deux botanistes allemands qui en 1836 l'ont baptisé donc Coryllopsis de Coryllus le noisetier et Opsis apparens, qui a l'apparence d'un noisetier, du moins pas en ce moment, mais lorsqu'il aura ses feuilles. Et ces deux botanistes s'appelaient Philipp Franz Balthasar von Siebold et Joseph Gerhard Zuccarini. Cousins des Amamélis, ils appartiennent à la famille des Amamellidaceae. Les Coryllopsis se déclinent en une dizaine d'espèces, toutes originaires des contreforts de l'Himalaya du côté de la Chine. Les Britanniques l'appellent carrément noisetier d'hiver et nous, on continuera à lui donner ce nom de Coryllopsis. Et je vous incite à le planter dans votre jardin parce que c'est un arbuste qui supporte bien la taille, qui reste compact et qui ne pose absolument aucun problème. Dans notre petit jardin, nous cultivons une espèce qui s'appelle Coryllopsis pauciflora. Ça veut dire qu'elle n'a pas beaucoup de fleurs. Pourtant, il est quand même très généreux. Eh bien, il a un gros avantage. Il ne va pas dépasser 1,50 m de hauteur et s'étaler environ sur 2 mètres, pas plus. Petit conseil très important, il a besoin d'un sol acide. Planté dans un sol bien consistant, qui garde bien l'humidité pendant l'été, mais surtout qui est drainé en hiver, plutôt aussi à mi-ombre, le Coryllopsis va fleurir à partir de la fin mars et pendant environ 3 semaines. Après, il va se faire oublier pendant l'été. Et puis à l'automne, il va complètement se réveiller, vous émerveillant d'un magnifique feuillage d'or. L'épanouissement du Coryllopsis annonce l'imminence du printemps, le printemps des jardiniers. Et qui dit printemps dit renouveau, et renouveau, c'est le moment de nettoyer le jardin, et c'est ce que je vous propose tout de suite dans la rubrique Conseil du jardinier. Le tout début du printemps se caractérise par une explosion de la végétation. Alors on a la récompense de nos plantations automnales avec les narcisses, les tulipes, les jacinthes et autres bulbes très précoces, mais on a aussi une énorme levée de plantes sauvages qu'on appelle anciennement les mauvaises herbes. Aujourd'hui, il paraît qu'il ne faut plus le dire. Il faut dire simplement végétation spontanée envahissante. Bon ben voilà, mais ça par exemple, tous ces euphorbes, je n'ai pas envie de les conserver à l'intérieur de mon massif, pas plus d'ailleurs que des pissenlits. Alors, un outil absolument indispensable en cette saison, surtout lorsqu'on a des massifs variés comme ici, eh bien c'est le couteau à désherber. Et puis, on va compléter le travail avec une toute petite serfouette. Alors, serfouette à panne ici, et puis fourche. Fourche pour pouvoir décompacter le sol après l'hiver. Et puis aussi, donc, ce couteau à désherber pour pouvoir nous retirer facilement la racine pivotante d'un pissenlit, par exemple. Et voilà le travail. Alors, nous avons, avec le couteau, la possibilité d'extraire les racines de chien-dent. Il faut vraiment aller les chercher profond parce que c'est une plante rhizomateuse qui peut complètement envahir votre jardin. Tiens, en voilà une autre. On voit bien le rhizome ici, ça s'enracine et vous en avez partout. En revanche, ici, attention, on a eu la chance d'avoir des petites violettes qui sont apparues spontanément. On va bien sûr les garder précautionneusement. Avec les premiers rayons du soleil de printemps, les plantes sortent de leur dormance hivernale et se mettent vraiment à pousser à une vitesse incroyable, mais également toute la mauvaise végétation. Alors le travail du jardinier en ce moment, un balai pour tout nettoyer et un sécateur pour éliminer tout ce qui n'a pas bien passé l'hiver. Allez, on y va, au boulot. Alors il y a toujours un peu de mousse sur les dallages, il y a toujours de la poussière qui s'est déposée partout, donc un petit coup de balai comme on ferait à la maison. Eh ben, ça ne fait pas de mal du tout à notre jardin. Et puis on va bien sûr ramasser les dernières feuilles mortes parce qu'il ne faudrait pas qu'elles servent d'abri à des parasites pendant cette saison. Ça serait vraiment trop dommage d'abîmer nos plantes par un petit peu de négligence.
Un autre de mes ennemis dans le jardin, et Dieu sait pourtant si je l'aime beaucoup parce que c'est mignon comme tout, c'est l'herbe à Robert, le géranium robertianum. Donc un géranium vivace, spontané, naturel. Et voilà, regardez, c'est beau comme tout, c'est tout délicat, c'est léger, c'est gracieux, c'est doux aussi comme tout. Ça fait des toutes petites fleurs roses pendant l'été. Mais le problème, il y en a partout, partout. Donc je vais l'arracher. Alors l'avantage, c'est que ça s'arrache très facilement. Regardez, voilà, j'ai pas besoin de tirer très fort. Mais ça fait des grandes racines, donc il faut bien tirer dessus tout doucement en le prenant par la base et en essayant de l'extraire au maximum. Voilà. Parce que sinon, vous n'aurez plus que de l'herbe à Robert dans votre jardin. Après l'herbe à Robert, nous avons aussi une autre plante ornementale qui devient extrêmement envahissante dans ce jardin. C'est tout simplement les repousses de l'érable sycomore, la Cerpe pseudoplatanus, alors qui vont faire des très grandes racines si vous ne les éliminez pas tout de suite. Alors voilà, on voit déjà cette racine pivotante qui va plonger très profondément dans le sol. Et si vous ne l'éliminez pas rapidement, notamment quand vous êtes dans un ensemble de pétales d'ardoise comme ici, eh bien ça sera une totale galère. Dans notre jardin, il n'y a pas de pelouse et pourtant, c'est le cas dans 85% des jardins français. Alors, il est temps en ce moment de donner un petit coup de boost à cette pelouse, de l'entretenir, tant qu'à faire, le faire au naturel. Et c'est le moment de notre rubrique jardinage au naturel. Neudorf. Le plaisir du jardinage responsable. L'une des particularités du printemps, c'est que hier la pluie et aujourd'hui le beau temps. Alors dès les premiers rayons du soleil, on n'a qu'une envie, c'est de se précipiter au jardin. Et je vous propose aujourd'hui de faire une véritable cure de jouvence pour votre gazon, au naturel, bien entendu. La pelouse est composée d'un ensemble de graminées différentes qui donnent un petit peu cet aspect hétérogène avant la tonte. Et l'important, ce n'est pas simplement le vert, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur du sol. Alors vous pouvez faire comme certains de mes amis jardiniers, passer votre temps avec la fourche pour faire de l'aération, mais j'ai beaucoup mieux, un produit naturel bien sûr, et qui va faire le travail à votre place. Allez, nous allons voir tout cela en détail. S'utilisant à la dose d'environ 100 grammes par mètre carré sur le gazon, le régénérateur de sol est un produit tout à fait original. Il est à base de lignite. Qu'est-ce que le lignite? Allez, on découvre tout ça en détail. Le régénérateur de sol est un amendement organique. Ça veut dire qu'il est utilisable en agriculture biologique. Il est fabriqué à base de lignite. Le lignite, c'est une roche sédimentaire qui est un peu l'intermédiaire entre la tourbe, très peu décomposée, et la houille, le charbon, très décomposé. Et donc, c'est simplement des plantes fossiles qui sont devenues une sorte de roche. Alors, que va faire le lignite dans le sol? Il va favoriser l'action des micro-organismes, il va provoquer aussi une aération naturelle, et ça, c'est excellent pour le gazon. Le régénérateur de sol apporte aussi du calcium, du magnésium, du fer et de l'azote. On l'utilise une fois par an au printemps. C'est un excellent complément pour l'engrais gazon. Et cet engrais gazon, je vous le présente tout de suite. Voici un engrais gazon organique. Il a la particularité par rapport au régénérateur d'apporter l'ensemble des éléments fertilisants. Pourquoi est-il organique? Parce qu'il est fabriqué avec des matières naturelles. Allez, voyons cela tout de suite en détail. Cet engrais gazon est fabriqué uniquement avec des matières naturelles. Cela permet de l'utiliser en agriculture biologique sans aucun problème. Il agit à la fois rapidement, mais aussi sur la durée. Et surtout, il est enrichi avec des mycorhizes. Vous savez, ces champignons symbiotiques qui vont se greffer avec les racines, permettre à la plante de mieux résister à la fois au froid et à la sécheresse. Et il y a aussi encore des bacilles qui, eux, vont faciliter la dilution et surtout l'absorption des matières fertilisantes pour que la plante puisse se nourrir tranquillement.
épandez l'engrais gazon une fois par an entre mars et juin à la dose de 50 grammes par mètre carré, c'est-à-dire environ une grosse poignée. L'engrais, lui, permet à la plante de vraiment se développer, se renforcer, mais je vous propose maintenant de faire une petite action préventive de façon à éviter les mousses. Vous allez voir, c'est tout simple. La mousse est une véritable plaie dans une pelouse, alors plutôt que de l'extraire de votre gazon avec un râteau scarificateur ou une machine à moteur, eh bien je vous propose tout simplement d'éviter qu'elle apparaisse. La mousse se développe essentiellement dans les endroits ombragés, comme sous les arbres par exemple, mais surtout dans les sols acides. Alors il suffit d'utiliser de la chaux, comme cette chaux vitale, dont je vous explique tous les principes et surtout toutes les vertus. Constituée de sédiments marins fossiles calcaires, donc des algues calcaires qui ont été broyées, on obtient une chaux éteinte bien sûr, très riche en carbonate de calcium. Ça va faire remonter le pH, donc rééquilibrer le sol et ne pas donner un milieu favorable au développement de la mousse. C'est rien du tout à faire, une fois par an, en février-mars ou même en octobre, et vous êtes tranquille pour le restant de l'année. Une des plaies pour le jardinier qui aime sa pelouse, c'est l'apparition des taupes. Les taupes qui, dans une bonne pelouse, trouvent un champ de chasse absolument formidable et qui vont ponctuer le terrain avec leur taupinière, et ça on ne veut pas. Alors je vais vous montrer comment on va les chasser, on va les éloigner, et ça sans leur faire de mal. Dans leur quête permanente de chasse, les taupes creusent des galeries souterraines, elles évacuent la terre en excès sur les taupinières et on voit très bien le parcours qu'elles vont faire. Alors nous allons utiliser un répulsif, un produit qui est à base d'huile de lavande et qui va créer une sorte de barrière olfactive du côté du jardin, et on va les repousser à l'extérieur, et tant pis si elles vont chez le voisin. Composé uniquement de matière végétale, donc non toxique, le répulsif taupe se présente sous la forme de petites pastilles bleues. On va en glisser une ou deux à 10-20 cm de profondeur dans des trous que nous allons faire maintenant. Alors créons ensemble une barrière olfactive. Le plus pratique consiste à utiliser une petite tarière, ou alors vous pouvez bien sûr prendre une baramine, et on espace chaque trou d'1 mètre environ, une vingtaine de centimètres de profondeur, et le tour est joué. Et surtout, portez toujours des gants de manière à ne pas propager votre odeur, car les taupes ont un odorat très fin. Ça y est, le printemps est parti, la pelouse va complètement démarrer, et si vous avez suivi mes conseils, vous aurez le plus beau des tapis verts. Il n'y a pas que la pelouse qu'il faille nourrir en ce moment. Toutes les plantes du jardin et de la maison ont besoin d'un petit coup de boost. Cela tombe bien, Nicole a découvert une toute nouvelle gamme de produits vitalité pour les plantes. Elle vous la présente dans sa rubrique Mon jardin au féminin, ainsi qu'un sécateur de professionnels, mais pour vous mesdames. Après leur dormance hivernale, les plantes ont besoin maintenant d'être nourries de manière équilibrée. Cela tombe bien, je vous propose de découvrir une nouvelle gamme de produits pour embellir vos plantes. Dans une présentation élégante et originale, Bayer Jardin propose des activateurs de vitalité. Conditionnés d'une manière très féminine, je dirais quasi cosmétique. Avec leur flacon qui évoque un gel douche ou un shampoing, ces produits donnent un coup de jeune bien sympathique à l'univers de la nutrition végétale. Le mot engrais a subtilement été remplacé par top. Top croissance pour les produits qui favorisent la pousse. Top floraison pour valoriser l'éclat et la longévité des fleurs. Top fruits et légumes qui vous permet des récoltes savoureuses. Et pour finir avec les produits liquides, l'inédit Top Extrême aide les plantes à récupérer d'un coup de froid ou d'un excès de chaleur. La gamme Top
est complété par Topstar, un engrais en microgranulés à utiliser lors de la plantation ou du repiquage pour favoriser le développement des racines. Ces activateurs de vitalité sont riches en oligo-éléments. Ce sont des éléments indispensables aux plantes pour être au top. Pour bien tailler efficacement, la qualité du sécateur est primordiale. J'utilise depuis toujours ce modèle professionnel de chez ARS. Il est tout à fait adapté à une main féminine. Je viens d'acheter son grand frère, qui se distingue par sa poignée tournante. Allons voir tout de suite ensemble tous ses avantages. Fabriqués au Japon, les sécateurs ARS se caractérisent par la très haute qualité de leurs matériaux. C'est un gage d'efficacité et de longévité. La possibilité de remplacer toutes les pièces d'usure distingue les sécateurs professionnels. J'apprécie beaucoup le système de fermeture très fiable qui s'actionne simplement avec le pouce. La poignée tournante suit le mouvement des doigts durant la coupe. Du coup, la peau des doigts ne frotte plus sur le manche du sécateur. Cela améliore la sensation de confort et réduit la fatigue. Ainsi, je ne risque pas d'avoir des ampoules. Le sécateur ARS à poignée tournante diminue l'effort d'environ 30%. Sa large ouverture permet de couper les branches de près de 2 cm de diamètre. Le modèle que je viens d'essayer existe en 3 tailles. Alors, un bon conseil lors de l'achat, vérifiez que la longueur totale de l'outil égale celle de votre main tendue à plat. J'ai toujours apprécié la souplesse et le tranchant des sécateurs ARS, mais le confort de la poignée tournante m'a emballé. Vraiment l'essayer, c'est l'adopter. Si les tailles nous occupent beaucoup au printemps, les plantations sont également les tâches du moment. Alors pour passer un été gourmand, je vous propose de planter toute une collection de plantes aromatiques. Et c'est tout de suite dans Conseil Jardinier. C'est un véritable jardin d'aromatiques que je vous propose de réaliser aujourd'hui dans un énorme bac. Et là, on va en faire une collection pratiquement de toutes les espèces. Mais d'abord, il va falloir apporter du terreau, retravailler la terre, parce que ça, c'est le plus important. Il a suffi d'une seule saison pour que le niveau du terreau baisse considérablement dans nos grands bacs, tout simplement à cause des précipitations qui ont tassé petit à petit ce terreau. Donc je vais utiliser cette mini fourche-bêche pour tout décompacter avant d'apporter du nouveau terreau. Eh bien, rien que ce travail de foisonnage nous a permis déjà de récupérer environ 5 cm, mais ça ne suffit pas. Alors on va passer au terreau neuf. J'ai choisi évidemment un terreau potager et plantes aromatiques. J'ai choisi d'utiliser un terreau professionnel parce que le terreau est vraiment quelque chose de très important pour la réussite de vos cultures. Il ne faut jamais mégoter, si je puis dire, dans l'achat d'un terreau. Ce terreau est utilisable en agriculture biologique, il n'y a que des intrants naturels et il est surtout enrichi en mycorhizes que l'on peut appeler un peu des stimulateurs naturels de racines. Donc il va favoriser l'ancrage des plantes, leur alimentation, leur résistance à la fois à la sécheresse, à la chaleur ou au froid, ça dépendra des saisons. Et surtout, c'est un terreau qui
associe toutes les qualités qu'il faut, à savoir la rétention en eau et la porosité. Il est fabriqué avec des tourbes différentes, des écorces compostées, des fibres de coco, mais également il y a de la corne torréfiée, c'est-à-dire un engrais naturel qui va alimenter vos plantes pendant plusieurs semaines, voire même pendant plusieurs mois. Donc un terreau de toute première qualité. Bon, maintenant ça suffit, on a déjà mis 3 sacs de 40 litres. On n'est pas tout à fait au niveau, mais on va disposer les plantes et après, on comblera les trous. Je vous avais promis toute une collection de plantes aromatiques. Eh bien, regardez l'ensemble des espèces que je vous propose d'installer dans notre petit jardin. Mais attention, nous sommes en avril et en avril ne te découvre pas d'un fil. Donc, les plantes que j'ai ici, à savoir basilic, verveine citronnelle et coriandre, on va pas les mettre là, on va encore les laisser sous abri, elles ont besoin un peu de chaleur. Parmi la douzaine de plantes aromatiques que j'ai sur cette table, certaines sont des plantes de zones sèches, de zones de maquis, comme le romarin, comme l'étain, comme l'origan, même un peu comme la sauge. On va donc les planter ensemble dans l'endroit le plus ensoleillé et le plus sec de notre petit jardin. En revanche, le persil, qu'il soit frisé ou qu'il soit plat, le cerfeuil, la ciboulette, eh bien, on va les mettre dans un endroit un tout petit peu plus ombragé, là aussi où on pourra les alimenter en eau régulièrement. C'est des plantes qui ont pratiquement toujours soif. Donc je vais commencer par les plus gourmandes en eau. Allez, un petit coup de ciboulette, puis les plus petites devant. D'ailleurs, le cerfeuil, c'est plutôt plus grand que le persil. Donc on va mettre le persil plat ici. On va mettre le persil frisé là. Un petit coup de cerfeuil là. Alors la menthe, elle est un peu indifférente. Donc on peut la mettre comme ça. Et puis maintenant, nos plantes un peu plus résistantes à la sécheresse. Alors ça, c'est très très résistant le thym. On ne va pas beaucoup l'arroser. Mais comme c'est plutôt plus petit. Donc là, ici, j'ai un thym ordinaire et là, j'ai un thym citron. Et puis on va terminer par le romarin qui, lui, a besoin quand même de pas mal de place. Puis tout compte fait, j'ai envie de tricher un petit peu et je vais planter quelques fraisiers. Alors, on va changer de disposition. On va mettre le thym juste devant le romarin. On va rapprocher le thym ici. On va rapprocher aussi l'origan, peut-être un petit peu moins là. Je vais mettre la sauge plutôt derrière. Et puis du coup, mes fraisiers. Allez, hop, des petits fraisiers. Alors j'ai choisi Marat des Bois parce qu'évidemment, c'est la plus savoureuse. Et voilà le travail. Maintenant, il n'y a plus qu'à planter.
Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à arroser. Et comme pour toutes les bonnes plantations, il faut terminer par un arrosage, et bien voilà, ça sera notre clap de fin. Alors mouillez bien, mouillez, 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 parce qu'il faut que les plantes repartent de plus belle. Et avec tout cela, je vous garantis un bel été gourmand. S'il y a une plante vraiment sans problème dans un jardin, hormis peut-être son petit côté assez conquérant, eh bien c'est le lierre. En grimpante, en rampante, en pot, à la maison ou sur le balcon, vous pouvez le cultiver partout. Alors il était tout à fait normal que Pierre-Adrien Lagneau en fasse son coup de cœur. Il va vous en présenter plusieurs sortes dans sa rubrique, et c'est maintenant. Le lierre, ou Hedera helix de son nom latin, est la plante grimpante décorative qu'on connaît tous. C'est une plante magnifique, très facile à utiliser et à mon sens, on n'exploite pas toutes ses possibilités. Il existe de très nombreuses variétés de lierre. Leurs feuilles sont soit unies, des belles feuilles d'un vert foncé comme ça. Vous en avez des panachées, panachées avec du blanc, avec du jaune, avec du vert clair, et certaines ont des nervures colorées. Donc un grand choix de décor grâce à tous ces lierres. Pour ma potée, j'ai choisi quelques lierres différents. Ceci d'abord, celui-ci avec son beau feuillage d'un vert bien franc. Vous voyez, il est déjà attaché sur un tuteur, donc c'est un lierre qui peut grimper. On peut l'utiliser en grimpant ou on peut enlever le tuteur et l'utiliser en retombant. Je pense que c'est ce que je vais faire. À côté, la même chose avec un feuillage un peu plus gris, panaché de blanc crème. Les deux ensemble vont être très beaux. Je vais rajouter ce petit lierre plus petit. Lui, c'est plutôt un couvre-sol avec ses petites feuilles bordées de jaune, comme ça, bien lumineux. On va le mettre au premier plan. Et puis celui-là, qui est absolument splendide. Vous voyez, la taille des feuilles, elles sont énormes. Il est sans tuteur, il se tient déjà droit. Donc lui, je vais mettre juste devant le rosier. C'est vraiment une plante facile puisqu'il accepte à peu près toutes les expositions. Il a une petite préférence pour l'ombre, mais ici, même au soleil avec le rosier, ça ira très bien. En pot, ces dimensions vont rester à peu près modestes. En pleine terre, vous avez certaines variétés qui peuvent atteindre 20 mètres de haut et même 30 mètres de large. Puis un autre avantage, c'est que c'est une plante qui a une croissance très rapide. Donc notre composition va devenir belle très vite. C'est aussi une plante très rustique. Pratiquement toutes les variétés n'ont aucun problème pour rester dehors l'hiver. On peut la planter toute l'année, quand on veut. Et puis son entretien est très simple. Il supporte très bien la taille. Et c'est vraiment uniquement pour son esthétique qu'on le taille. C'est vraiment une plante sans problème. Les lierres fleurissent aussi. Alors, ils fleurissent à l'automne. La floraison n'est pas très décorative. Ce sont des toutes petites fleurs blanc-jaune. Pas très intéressantes au niveau ornemental, mais les abeilles les adorent, elles sont très mellifères. Et puis certaines variétés vont ensuite faire des petites baies qui ne sont pas comestibles pour l'homme, mais que les oiseaux vont adorer et ils vont venir se nourrir l'hiver sur vos lierres. Le lierre a la particularité de s'accrocher tout seul sur son support. Et vous connaissez tous les différentes utilisations qu'on peut en faire sur un mur, sur un arbre, pour faire une haie, une barrière, une pergola. On peut vraiment l'utiliser de plein de façons différentes. Et contrairement à une idée reçue, le lierre non seulement n'abîme pas les arbres quand ceux-ci sont bien installés, mais en plus, si le mur est en bon état, le lierre ne l'abîmera pas. Il ne faut pas qu'il y ait de fissures sur le mur. Et là, vous aurez même non seulement un isolant thermique et phonique, mais le lierre absorbera l'humidité. Toute l'équipe de Découverte Jardin vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle émission et vous souhaite un excellent printemps et vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures jardinières sur Nous Jardin TV, bien sûr.